Sana, mesdames et messieurs, bonsoir. Le Burkina Faso s'organise face à l'épidémie de coronavirus. Des mesures préventives sont déjà mises en place à l'aéroport international de Ouagadougou. Le ministère en charge de la santé et celui en charge des transports ont fait le constat cet après-midi. Les chefs de mission diplomatiques et consulaires africains accrédités au Burkina volent au secours des personnes déplacées. Des dons en nature d'une valeur de 2 millions de francs CFA ont été remis ce matin à la ministre en charge de la famille. La 43e réunion du comité exécutif de l'UPCI ouverte ce matin à Ouagadougou. Cette rencontre se tient en prélude à la 15e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique qui débute mercredi prochain. Il sera également question dans cette édition des résultats de la 18e journée de Faso Foot. C'est un sport avec Émile Kaboré. En fin d'édition, Achille Kaboré, dans sa chronique politique, nous parlera du faible engouement sur l'enrôlement des Burkinabés vivant à l'extérieur. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommet de cette édition. Bienvenue à tous. L'épidémie de pneumonie causée par le virus Corona, apparu en Chine depuis décembre 2019, se répand progressivement dans le monde. Au Burkina Faso, le ministère de la Santé a pris des mesures préventives pour faire face à ce virus. Des mesures déjà effectives à l'aéroport international de Ouagadougou. Le ministère de la Santé et celui en charge des transports ont fait le constat cet après-midi. Jean-Baptiste Bouda pour les précisions. Il est 16h15 à l'aéroport international de Ouagadougou. L'aérogare grouille de monde entre les passagers qui sont dans l'attente de prendre leur vol et ceux qui viennent de débarquer. C'est dans cette ambiance que les autorités ont présenté aux journalistes le dispositif mis en place qui commence dès l'entrée par un dispositif de désinfection des mains. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Wilfried Ouedraogo. Au point d'entrée, aérien, terrestre ou ferroviaire, que l'on puisse faire du screening des passagers qui entrent sur le territoire burkinabé. Donc ces voyageurs ici au niveau aérien, dès l'entrée dans la salle de débarquement, on fait en sorte que la santé exige qu'ils prennent le gel hydroalcoolique à l'entrée. Il est assisté par les services de sécurité pour désinfecter leurs mains, parce que ce sont les mains qui sont le plus en contact avec tout ce qu'il y a comme équipement et puis documents de voyage. Un autre dispositif relaie le premier. Toutes les étapes du contrôle qui vont jusqu'à l'évacuation dans un centre de santé par une ambulance médicalisée ont été présentées aux hommes de médias. Ce passager qui venait d'atterrir salue l'opération. Oui, effectivement. Et nous nous en réjouissons pour toutes ces mesures prises pour le bien des populations, puisqu'on ne sait pas encore comment endiguer ce mal-là. Autant prendre les précautions pour éviter que le pire se produise chez nous. Donc j'ai été heureux de cela. Et puis je félicite le Burkina et ses autorités sanitaires. Cet autre passager du même vol trouve que les mesures ne sont pas suffisantes. Il n'est pas le contrôle, juste mettre le produit sur les mains. Juste ça. Puisque d'habitude comme ça, il fallait vérifier, contrôler la température. Comment ça dans les autres pays comme ça? Mais ici, c'est pas le cas. De toute façon, ça va venir. Ok. Une idée que ne partage pas le secrétaire général du ministère de la Santé, qui a expliqué que le contrôle de température est également de rigueur, mais se fait dans la discrétion. Dr Wilfried Ouedraogo. Le passager qui est étiqueté comme ayant une température supérieure à 38 degrés sera marqué jusqu'à ce qu'il arrive sur l'agent de santé et sur l'écran. Donc il ne peut pas échapper à l'agent de santé. Et on attend qu'il arrive au box pour ne pas stigmatiser, aller chercher un passager. Ces mêmes mesures sont également prises à l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Les personnes déplacées bénéficient d'un soutien des chefs de mission diplomatiques et consulaires africains accrédités au Burkina. Ils ont remis ce matin à la ministre en charge de la famille des dons en nature d'une valeur de 2 millions de francs CFA. On fait le point avec Sibili Charles Saint-Pourri. Le peuple burkinabé peut compter sur ses frères africains dans les moments difficiles qu'il traverse du fait de la crise sécuritaire. C'est ainsi que la ministre de l'Action humanitaire a qualifié le geste des ambassadeurs africains accrédités au Burkina. Pour Laurence Marshall Ilboudo, cette aide en nature va permettre de soutenir les déplacés internes. Recevoir ce geste des chefs de mission diplomatiques et consulaires sur leur fonds propres est plus qu'un sentiment de satisfaction et de joie. Qu'au-delà du Burkina Faso, nous avons cette solidarité
solidarité africaine. Et cette solidarité qui nous encourage à dire nous ne sommes pas seuls, nous avons nos frères qui nous accompagnent avec leur contribution financière humaine et aussi avec leurs prières. Nous sommes convaincus aujourd'hui que le Burkina Faso relèvera ce défi. Le Burkina enregistre à ce jour environ 600 000 déplacés internes, un chiffre en nette augmentation. Laurence Marshall-Ilboudo. Nous reprenons au mieux ce que nous avons. Il y a toujours des poches, surtout pour l'accessibilité de certaines zones par la logistique. Mais de dire aussi que ces personnes ne sont pas oubliées, nous travaillerons à aller aux côtés de ces populations. À travers ce geste, les ambassadeurs espèrent que d'autres bonnes volontés viendront soutenir le Burkina. L'ambassadeur d'Algérie est leur porte-parole, Mohamed Inseur. C'est un geste et un témoignage de notre soutien et de solidarité, en espérant que d'autres aides et contributions vont arriver pour alléger un tant soit peu le fardeau et les souffrances de ces populations. Cette aide est une contribution personnelle des diplomates africains. Elle vient en appui à ce que leur pays avait déjà apporté. Restons avec les personnes déplacées et nous parlons cette fois-ci des élections de 2020. 2 scénarios sont possibles pour leur permettre de voter. C'est la conclusion d'une étude commanditée par la CENI, l'objectif étant d'assurer la continuité du droit de vote de ces personnes au nombre de 600 000 environ. Les résultats de l'étude ont été restitués ce matin à la classe politique et aux organisations de la société civile. Les précisions de Hervé Kabouri. Tout faire pour que les personnes déplacées puissent voter en 2020, c'est l'une des recommandations fortes du dialogue politique de juillet 2019. Dès lors, la CENI s'est mise à la tâche pour imaginer tous les scénarios possibles pour l'opération d'enrôlement des personnes déplacées internes. Ils sont environ 600 000 selon les chiffres du mois de décembre, dont près de la moitié en âge de voter. La cartographie concerne 5 régions dont la Boucle du Moun, le centre-nord, le nord et le Sahel, qui comptent 22 provinces avec 20 durement affectées par le phénomène. 102 communes des 159 de ces régions connaissent des mouvements de population, dont une, Koutoukou, est totalement déserte. Au résultat, 2 scénarios sont possibles selon les experts de la Commission électorale nationale indépendante. Le premier consiste en l'enrôlement des déplacés dans la localité d'accueil pour le compte de la localité de départ avec un système d'itinérance des opérateurs sur plusieurs sites. Des bureaux de vote pourront être créés pour permettre aux déplacés de là où ils sont élire leurs membres de l'exécutif local. C'est le meilleur scénario pour les élections municipales, confie la CENI, relevant qu'il n'a pas de conséquences sur les présidentielles et les législatives, étant donné que la circonscription électorale reste le territoire national ou la province. Par contre, le deuxième scénario consiste au rattachement de la personne déplacée à sa localité d'accueil. Bon pour les présidentielles et les législatives, ce scénario priverait cependant certains villages de conseillers et certaines communes d'exécutif local ou municipal. Ainsi exposées, les contributions des parties prenantes permettront à la CENI d'avoir un outil opérationnel consensuel applicable dès l'opération d'enrôlement annoncée pour le 3 février prochain. Autre point de l'actualité, c'est parti depuis ce matin à Ouagadougou pour la 43e réunion du comité exécutif de l'UPCI. Une rencontre qui se tient en prélude à la 15e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique qui s'ouvre mercredi prochain dans la capitale burkinabé. Sur l'intérêt de cette rencontre préparatoire, on écoute le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, président de la 15e conférence de l'Union. C'est la première des rencontres qui se tient pour évaluer ce que le secrétariat général a fait depuis la 14e conférence. Donc les recommandations qui sont issues de cette 14e conférence au niveau de Rabat, et tout ce que nous avons planché comme document, et superviser un peu les activités, les résolutions, les décisions et les recommandations. Parce que une chose est d'organiser une conférence, une chose aussi est de suivre la mise en œuvre des recommandations issues de la conférence précédente. Donc c'est la raison pour laquelle le comité exécutif est toujours la première des rencontres qui fait le point afin que quand nous allons ouvrir cette conférence, qu'on sache qu'il y a des points qui ont été réglés et il y en a qui sont restés en suspens. Voilà pourquoi ils sont là et le secrétaire général est là, le secrétaire général adjoint est là avec tout son staff
pour pouvoir répondre aux questions des parlementaires des différents pays. Alassane Balassak, au micro de William Achille Kabouri, le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST, veut se doter d'un nouveau cadre stratégique national de lutte contre le VIH, le sida et les IST pour la période 2021-2025. Les acteurs sont réunis depuis ce matin à Ouagadougou pour sortir ce document qui encadre les actions de lutte contre cette pandémie. Le compte rendu de Jean-Baptiste Bouda. Il ne faut surtout pas baisser la garde dans le combat contre le VIH-Sida et les IST. C'est le souhait partagé au secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida, malgré le taux de prévalence qui en 1997 était de 7,17% est passé à 0,7% en fin 2018, selon le rapport ONU-SIDA 2019. Ces résultats ont été possibles grâce à l'engagement soutenu de nombreux acteurs du domaine de la santé, du monde communautaire, religieux, coutumiers et traditionnels entre autres, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a souligné le secrétaire permanent du CNLS-IST. Dr Smaïla Ouedraogo a laissé entendre que le cadre stratégique 2021-2025 qui va être élaboré devra se conformer au contexte national et international qui offre de nouvelles orientations pour mieux atteindre les résultats escomptés dans le domaine de la prévention, des soins, du traitement et à moindre coût. L'accent doit être aussi mis notamment sur le monde carcéral où le taux de prévalence est de 2%, près de 5% chez les personnes vivant en situation de handicap et les travailleurs et travailleuses de sexe pour répondre aux préoccupations spécifiques de ces groupes, a insisté le secrétaire permanent du CNLS-IST. Dans ce nouveau référentiel, il faut préserver les acquis et poursuivre l'évolution vers la fin du sida à l'horizon 2030. Les personnes handicapées réunies au sein de l'association Beunir ont organisé hier à Saptenga une journée de sensibilisation. L'activité qui a sa 3e édition a permis d'aborder divers sujets d'actualité comme la santé de la reproduction et l'éducation. Sibrichal Sempori. Ce sont des sujets d'actualité comme l'éducation, le droit ou les activités génératrices de revenus qui étaient au cœur de cette journée de sensibilisation. Selon le coordonnateur de l'association Beunir et des personnes handicapées, il s'agissait à travers cette journée de sensibilisation de rendre hommage aux personnes âgées vivant avec un handicap. Malik Sawadougou. C'est la 3e édition cette année qu'on appelle Rayimbeogo. C'est se souvenir de l'avenir, surtout les personnes vivant avec un handicap. Une vieille personne handicapée qui a son enfant, qui l'aide à faire la mendicité. Lorsque l'enfant va grandir, il n'a pas été scolarisé, il n'a pas appris un métier. Quel sera l'avenir de cet enfant-là? C'est sur ça qu'on a pensé aux enfants des personnes handicapées et aux enfants même handicapés. La question de la santé de la reproduction, notamment le VIH-Sida, a également été débattue. Laquelle pandémie concerne 50 pour 1000 des personnes handicapées selon le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST. Pour Dr Soumaïla Ouedraogo, il faut travailler à inverser les chiffres. C'est fait partie de ce que nous appelons des priorités. Dans ce groupe-là, le problème reste toujours posé. Et donc, dans les prochains mois et pour le reste du temps, une action particulière sera mise en œuvre pour faire en sorte que le problème recule dans ce groupe-là afin que l'équilibre général puisse être atteint. Outre la sensibilisation, la journée a été une occasion pour montrer les réalisations des personnes handicapées en faveur de leur autonomisation économique. Hors de chez nous, en bref, le Parlement libanais a adopté aujourd'hui un budget pour l'année 2020 prévoyant un déficit d'environ 7% du PIB dans un pays secoué par un mouvement de contestation visant l'intégralité de la classe politique et au bord de l'effondrement économique. Des dizaines de manifestants se sont rassemblés tôt ce matin aux entrées des avenues menant au Parlement pour tenter d'empêcher la tenue de la séance. Et puis le groupe ultra-radical État islamique a affirmé aujourd'hui dans un message audio vouloir lancer une nouvelle phase de son djihad en ciblant spécifiquement Israël. Cet appel est lancé alors que le président américain Donald Trump reçoit le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avant de présenter un plan de paix régional jugé historique par Israël mais rejeté par avance avec force par les Palestiniens. Et nous ouvrons les pages des sports. Émile Kabouri, bonsoir. Emeline Zougmori, bonsoir et bonsoir à tous.
C'est parti pour la semaine nationale du sport pour tous au Burkina. Le lancement des activités a eu lieu cet après-midi sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Une façon donc de redonner vie à cette avenue. Une semaine durant, soit du 27 janvier au 2 février prochain, les Burkinabés auront droit à des rues marchandes, donc des activités physiques et de loisirs. L'activité portée par le ministère des Sports et des Loisirs se déroule simultanément dans les 12 régions. Reportage Karim Dianda. Des stands d'exposition de produits par-ci, des commerces et autres vendeurs ambulants par-là, l'avenue Kwame Nkrumah retrouve peu à peu sa vitalité économique à travers la Semaine nationale du sport pour tous. Bourema Ouedraogo, un usager de cette avenue témoin. Je suis là depuis 2004. Je pense que ça peut nous amener des étrangers sur la rue et puis il y aura des clients qui vont fréquenter sur Kwame Nkrumah. Nous aussi, on aura notre part. Et dans l'objectif de redonner vie à l'avenue Kwame Nkrumah dont l'activité économique a été durement touchée par les attentats terroristes de 2016 et 2017, une course cycliste féminine a mobilisé une centaine de femmes des communes et des arrondissements pour donner le ton aux activités. Pour les initiateurs, ce sont déjà des motifs de satisfaction. Le ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azupiou. Ce lancement-là réussit d'abord par la mobilisation des partenaires, des commerces qui sont les premiers intéressés et qui se sont mobilisés pour que ce lancement-là soit un succès. Et j'espère, à l'issue de cette semaine-là, que les gens vont continuer de pratiquer le sport, mais Kwame Nkrumah surtout va connaître en tout cas une relance économique jamais inégalée parce que je suis sûr que nous reviendrons nous tous ici. Une semaine durant, il est prévu des activités sportives et des loisirs. À cela s'ajoutent des soirées culturelles, une rue marchande, un défilé de mode, une opération de don de sang et surtout des conférences publiques sur les bienfaits du sport. La 18e journée du championnat national de première division a livré son verdict ce week-end. Emeline, la tête du classement est désormais tenue par Majestic qui a battu l'AS Douane par 2-1. Du côté de Bobo de la Liso a surpris l'ASFB par 2-1. Les Buffles de Bobo perdent donc leur place de leader. L'autre formation, l'ASFA Nyenenga, a tout simplement freiné les ardeurs des académiciens de COSAF par le score de 4-2. Le point des résultats et classement avec Karim Dianda. 22 buts ont été marqués lors de cette 18e journée du championnat de 2-1. La sensation est venue de Bobo où les rouges et blancs de l'Arlé sont allés surprendre les Buffles de Bobo tombés par 2-0. Une défaite lourde de conséquences puisque la SFB est éjectée du fauteuil de leader, occupé désormais par le Majestic SC avec 33 points plus 7. Majestic, vainqueur samedi de l'AS Douane 2-1, prend donc la tête du championnat et devance d'une longueur Salitas qui a également battu samedi l'AS Sonabel 2-0. Dans les autres rencontres, les académiciens de Bama ont désarmé l'US Forces Armées par 3-1. L'ASFA Nyenenga a Zignaré a dompté les académiciens de COSAF par 4-2 et prend ainsi la 5e place à son adversaire. Drissa Malo Traoré Saboteur et les Faucons sont allés battre la SEC à Koudougou 1-0. Les Tigres de Diaradougou ont griffé Royal FC par 2-0. Et en match avancé vendredi, l'étoile filante de Ouagadougou a été accrochée par l'AS Police 1 but partout. En entendant l'officialisation de la Ligue professionnelle de football, Majestic, Salitas et l'ASFB forment le trio de tête. Au bas du classement, l'USO et l'ASEC sont à égalité 17 points moins 6. Les RCK est premier non relégable avec 16 points moins 9. Dans la zone rouge, Royal FC avec 13 points moins 9 devance l'AS Police de 2 points. La chronique politique, avant de refermer cette édition, notre chroniqueur aborde aujourd'hui la question de l'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur. Les chiffres publiés par la CENI à moins d'une semaine de la fin de ce processus ne répondent pas aux attentes. La chronique politique du jour s'arrête donc sur ce sujet et c'est avec Achille Kabouri. Processus d'enrôlement des Burkinabés de l'étranger, l'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé. Sur un potentiel d'électeurs de 2 millions à enrôler, à 5 jours de la clôture de ce processus, la barre de 15 000 n'était pas atteinte. D'importants moyens utilisés pour ces résultats, que n'avons-nous pas entendu dire sur cette question du vote des Burkinabés de l'étranger? Cette grande première présente comme un vrai défi logistique et financier. Au résultat, tout ça pour ça. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce la nature des documents autorisés pour voter à l'étranger, dénoncés par une certaine opinion, ou les modalités du déroulement pratique de l'enrôlement liées au nombre et à l'emplacement des sites devant abriter aussi le scrutin qui ont posé problème? Des partis politiques de l'opposition pointent du doigt un manque de volonté du gouvernement. Pour eux, il lui appartenait de tout faire de concert avec les pays hôtes pour rapprocher les sites d'enrôlement à la cible. Pour d'autres,
il s'agit d'un problème de communication. Qu'à cela ne tienne, il ne faut pas occulter le rôle primordial que les partis politiques devaient jouer. Il était de leur intérêt d'aller convaincre leurs potentiels électeurs à s'intéresser à la question. Les choses ne se font pas toutes seules. Et les premiers concernés, qu'ont-ils fait pour la réussite de l'opération? Du reste, il s'agit d'une première expérience. Et l'on se demande si la CENI s'est bien inspirée de l'expérience des pays qui ont l'habitude de faire voter leurs ressortissants vivant à l'extérieur. On le sait, chaque début est difficile et on apprend toujours de ses échecs. Merci à vous, Achille Kaboré. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Seydou Tchandrebe et René Sawadou étaient à la partie technique. Merci pour l'attention.